Eh ben, bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir encore et de saluer. Donc, moi, je m'assois sur une chaise. Je ne suis pas malade, mais plus à l'aise comme ça pour vous parler. Alors, effectivement, j'aimerais aujourd'hui vous partager des clés, à mon sens, pour vous aider à cheminer sur ce chemin de l'ascension avec le plus d'aisance possible. Et donc, en ce sens, vous partager quelques-unes de mes expériences. Voilà, et puis vous exprimer en quoi ça m'aide en fait dans mon quotidien. Vous dire aussi que je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui avec vous et de vivre ce moment plutôt privilégié, je trouve. Donc, un des premiers points, une des premières thématiques que j'aimerais aborder, c'est le fait de ne plus avoir peur de l'ombre. De l'ombre ou de son ombre, en fait. De l'ombre en dedans comme en dehors. Et justement, voir déjà que l'ombre que l'on peut percevoir à l'extérieur sous diverses formes, que ce soit des êtres involutifs, etc., c'est en définitive, un peu comme tout dans la vie, le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc de nos propres ombres. Je vais prendre un peu de notes parce qu'il y a plein de points que j'aimerais ne pas oublier. Et donc, j'aimerais aussi vous montrer, pour peut-être ceux ou celles qui ne savent pas le faire, comment se libérer de soi-même, d'entités, de magie, etc. Vous expliquez aussi que dans ma perception, il n'y a ni bien ni mal, que l'ombre, c'est quelque chose qui permet un équilibre et qui permet de révéler la lumière en fait en définitive. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'ombre, ce serait aussi certainement moins évident de déceler, de comprendre ce qu'est la lumière. Donc comme le disait Clotilde ce matin, l'ombre, elle a un rôle très important à jouer aussi dans notre évolution. Au début, il y a quelques années encore, j'avais très peur de beaucoup de choses en termes d'ombre, encore une fois. Et finalement, avec le temps, j'ai fini par l'apprivoiser, à porter un autre regard sur elle. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment ce serait compris, mais j'ai un regard plutôt empreint de tendresse sur ce qu'on appelle l'ombre. Et ce qui est à l'origine de ça, c'est une rencontre il y a 6 ans à peu près maintenant. Je vais vous la raconter brièvement parce que je la trouve intéressante, même si elle est anecdotique. Donc c'était une nuit, j'étais en train de dormir et soudainement j'entends une voix dans mon sommeil qui me réveille et qui me dit « Marie, réveille-toi, vite, réveille-toi, il y a l'ange noir, dehors, vite. » Et cette voix répétait ça en boucle. Je n'avais jamais entendu parler de l'ange noir, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc bref, je finis par m'extirper de mon sommeil. Et là, je tire les rideaux et dehors, à peu près une centaine de mètres devant moi, sur une grande route, je vois ce qu'on appelle apparemment un ange noir. Et c'était un être absolument immense qui faisait comme entre 2,50 mètres et 3 mètres de haut. C'était un être qui avait les pattes d'un oiseau, qui avait des ailes tellement grandes qu'elles traînaient par terre, avec plein de plumes, etc. Et cet être-là avançait très vite sur la route. Et il a senti, alors que j'étais quand même assez loin de lui, il a senti que je le regardais. Et à ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie de cette rencontre. Il s'est tourné très lentement vers moi, il m'a regardé, on s'est regardé pendant quelques secondes, et au final, il a eu peur,
il a eu peur et il est parti en fuyant, il s'est mis à courir sur la route et puis il a bondi sur les toits et il est parti. Et en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai ressenti vraiment une grande tendresse pour cet être qui avait l'air tellement égaré, en fait, qui semblait perdu, qui semblait lui-même apeuré. Et c'est vraiment à partir de ce moment que ça a changé ma vision de ce qu'on nomme l'ombre, en fait. Et donc déjà, j'ai compris que l'ombre elle-même pouvait avoir peur et que certaines choses en lien avec l'ombre nous paraissent effrayantes parce que ces êtres-là, par exemple, ce sont des êtres qu'on n'a pas vraiment l'habitude de côtoyer, c'est des énergies très différentes des nôtres. Et en même temps, il y avait vraiment une forme d'amour chez ces êtres-là. Et derrière ça, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, d'entités en tout genre, eh bien, j'ai remarqué à chaque fois chez chacun vraiment une forme de tendresse. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément perceptible au premier abord, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment important de vous communiquer l'idée que l'ombre, c'est pas forcément quelque chose de démoniaque, loin de là. Et je vois que si on arrive à adopter un regard plus peut-être chaleureux ou compréhensif vis-à-vis de ces énergies-là, et plus en fait les rapports avec l'ombre, c'est une autre expérience et ça nous est renvoyé autrement. Il y a aussi une notion de respect derrière ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est des êtres qui ne sont pas comme nous et des énergies qui ne fonctionnent pas forcément avec les nôtres que c'est à bannir en fait. Et le respect de chaque forme de vie, chacun dans son plan quelque part, et ça amène aussi à être plus préservé, en tout cas j'ai l'impression, de certaines attaques. Et ce que je fais, par exemple, parce que forcément ça m'arrive, quand il y a une entité qui me rend visite, comment je fais pour ne pas être embêtée, en tout cas ne plus être embêtée par elle, comment je fais pour la libérer. C'est peut-être quelque chose que j'ai envie de vous inviter à faire aussi d'ailleurs. Essayez, si ça vous inspire, à la limite de penser à un moment comme ça dans votre vie où vous avez eu super peur, ou alors vraiment d'une rencontre aussi, peu importe sous quelle forme, avec une entité de l'ombre. Essayez de vous remémorer ce moment, cette peur, cet être-là, et puis de vraiment vous centrer dans votre cœur. Vous vous centrez dans votre cœur et puis vous parlez en fait à cet être comme si c'était un enfant. En tout cas, moi je le prends comme ça. Et de lui... Voilà, c'est pas seulement de lui dire, c'est aussi de vraiment ressentir en soi que, ok, là, tu ne peux pas en fait venir m'embêter. Parce que tu ne peux tout simplement pas lutter contre la force d'amour qu'il y a en moi. Tu ne peux pas lutter contre la lumière qu'émet mon cœur. Et je remarque que la plupart du temps, il suffit simplement d'être dans cette intention-là et en même temps dans cette force de conviction aussi, pour que, pas instantanément mais presque, cette part d'ombre se dissolve. Donc on peut faire ça avec une entité visible à l'extérieur, comme une part d'ombre en soi, en fait, ça marche exactement de la même façon. Voilà, donc ne plus avoir peur de l'ombre. Ce que j'aimerais aussi aborder, un autre point, se recaler sur la fréquence du cœur quand on s'égare dans le mental, parce que ça c'est quelque chose que je pense on connaît tous. Donc j'ai pas vraiment de leçons à donner ici en fait, chacun ses outils, vous connaissez mieux que je vous connais, mais ce que je remarque là aussi c'est que à force d'expérience en fait c'est surtout une intention et
ça c'est un truc que je répète souvent aussi, c'est que je trouve que dans la vie, il n'y a rien de plus fort que l'intention et la prière. Pour moi, c'est un peu sensiblement la même chose. C'est ça, la force de l'intention, pour moi, c'est quelque chose qui prévaut sur absolument tout. Et donc, quand on sent qu'on s'égare un peu, qu'on revient dans sa tête, etc., déjà, la première des choses, c'est cette intention de se recaler dans son centre. Et je me souviens d'un jour où Amma disait le bonheur est un choix. Et c'est vrai que je suis assez convaincue de ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est une question de choix. C'est-à-dire, ok, là tout de suite, j'observe que je reviens dans mon mental. Eh bien, donc, est-ce que je choisis de continuer sur cette ligne-là maintenant, ou est-ce que je choisis de revenir dans mon cœur et à partir de ce choix-là, émettre l'intention, en fait. Ok, donc je choisis de revenir dans le cœur, j'affirme ça vraiment avec la force de mon intention. Et là encore, dans mon expérience, la plupart du temps, ça suffit en fait. Mais c'est pas juste quelque chose qu'on va se dire mentalement, c'est vraiment une conviction profonde en fait. C'est ok, c'est un choix profond et une intention profonde que là, maintenant, tout de suite, revenir dans un autre espace. Peut-être qu'il y a des moments où ça ne suffira pas, effectivement, et c'est là où certains outils peuvent être intéressants. Et là encore, voilà, chacun ses pratiques. Pour certains, ça va être ça aller faire un tour dans la forêt. Pour d'autres, ça va être prendre un bain, que sais-je, peu importe. En tout cas, ce qui nous fait du bien, tout simplement. Et bien sûr, oser dire non à ce qui ne nourrit pas notre cœur. C'est-à-dire que souvent, quand on s'égare un peu hors du cœur, eh bien c'est aussi parce qu'on est dans des actions ou des choix à ce moment-là qui ne sont pas en lien avec ce qu'on voudrait profondément dans l'instant. Donc simplement, c'est pas toujours facile, mais pour moi c'est une part importante en tout cas pour rester calé dans cet espace-là en soi, au fur et à mesure du temps, et je dis ça parce que je sais que pour pas mal de gens ça peut être un challenge en fait, mais d'oser dire non à ce qui ne résonne pas dans l'instant et encore une fois surtout à ce qui ne nourrit pas nos élans du cœur. Même si dans l'instant dire non peut-être comme synonyme en tout cas, on peut percevoir que, ok, si je dis non, ça veut dire que je mets une limite, une barrière, que je ne vais pas dans le sens de l'autre en face ou de l'extérieur, mais ça ne veut pas dire qu'on dit non à l'autre ou à l'extérieur, en fait, c'est juste qu'on dit non à ce qui ne nous correspond pas et oui à soi-même. Et ça, je trouve que c'est vraiment une part très très importante à cultiver. Autre point que je veux transmettre, c'est trouver sa voie, sa mission, ce qu'on appelle aussi maintenant je crois que ça se prend comme ça, son ikigai. En fait, à mon sens, c'est aussi quelque chose de très important pour arriver à donner plus de sens à sa vie, à se sentir à sa place, à se sentir bien dans sa vie, dans ce que l'on incarne. Et c'est pas toujours facile de savoir, de sentir ok, pourquoi je suis fait, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou d'être dans la vie. Et donc ici c'est déjà, bon je ne vous apprends rien mais c'est quand même important de le rappeler, l'idée c'est vraiment de suivre son instinct en fait, de suivre ses rêves, en ayant le courage quelque part d'abandonner un peu toutes les références extérieures qui parfois ne vont pas forcément dans le sens de nos rêves ou de ce que nous on a envie de cultiver dans notre vie en fait. Donc ça aussi c'est pas forcément évident d'emblée, mais si on arrive à extirper un peu du sens commun pour se replacer en soi et se dire ok, individuellement, sans penser aux attentes des autres, aux modèles des autres, etc. Qu'est-ce qui, moi, m'anime, en fait? Qu'est-ce qui me fait vibrer?
c'est déjà une bonne base pour sentir plus ou moins la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et en ce sens, c'est aussi hyper important de comprendre son unicité, de surtout pas vouloir se comparer, parce que forcément, chacun a un chemin différent, un destin différent, des passions différentes, etc. Et donc, ne pas avoir peur de cultiver la différence, en fait, quelque part. Et du reste, plus on est nombreux à cultiver cette différence, et plus on peut aussi impulser cette dynamique-là, où ça va aussi aider les autres à l'extérieur de nous à suivre leur ligne propre à l'intérieur, en fait, sans avoir besoin de références extérieures à soi. Un exemple en ce sens dans ma vie, ou peut-être, il y en a plusieurs, mais déjà quand j'ai commencé mon activité actuelle, je ne sais même pas trop comment la nommer, on va dire de thérapeute, c'est plus large que ça, mais enfin, à l'époque, j'étais dans des métiers très traditionnels, j'étais salariée, etc. Et puis, du jour au lendemain, mais alors littéralement du jour au lendemain, il y a eu comme une espèce d'instance en moi qui m'a dit, mais ok, ça maintenant c'est terminé. Et puis, tu es appelé à faire autre chose, et puis tu vas dispenser des soins, etc. Et je partais vraiment de zéro là-dedans. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait de donner des soins, en fait. Mais c'était comme un tel appel que c'est pas que j'avais pas d'autre choix, bien sûr que si, j'aurais toujours pu dire non à ce qui se passait à l'intérieur de moi à ce moment-là, mais en tout cas, il y avait une telle impulsion que j'ai fait un espèce de saut dans le vide où du jour au lendemain, je me suis lancée dans des activités que j'ai dessinées en fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que tout ce que je peux réaliser maintenant, c'est des choses qui naissent, comment dire, ouais, c'est ça, genre, ok, tu vas faire des soins, je sais pas à quoi ça ressemble, je commence à dispenser des soins et c'est là que je comprends petit à petit ce que je suis amenée à faire et ce que je suis en train de faire. En fait, ça prend forme au fur et à mesure. C'est pas mon mental qui me dit avant tu vas faire ça, comme ci, comme ça. Je me laisse aussi l'autorisation d'être dans une forme c'est pas seulement de la spontanéité, c'est vraiment aussi je trouve pas le mot, mais je me laisse sentir, c'est vraiment ce truc de dessiner au fur et à mesure, sans s'attacher avant à quelle forme ça va avoir. Ça, c'est un truc important d'être dans cette spontanéité-là, de pas, je me répète, mais c'est ça, pas chercher à dessiner les choses en amont avec son mental. Mais voilà, c'est ça, des fois, ça nous demande des sauts dans le vide, en fait, ce qu'on peut appeler aussi des épreuves de foi. Mais il est évident que chaque fois qu'on s'autorise ces sauts dans le vide, en tout cas, moi, je suis persuadée que 100% du temps, on est vraiment soutenu par la vie, puisque c'est justement, en définitive, le flot de la vie qui nous amène à ces sauts-là. Donc, il est évident que la vie, derrière, elle nous soutient. À partir du moment où on va dans notre sens, la vie ne peut que nous soutenir, en fait. Et voilà, il y en a plein d'autres, des exemples. Je fonctionne beaucoup comme ça dans ma vie. Mais c'est pas tant des coups de tête, c'est des choses qui sont là en gestation. Et puis quand c'est le moment, boum, ça se pose. Voilà, c'est comme quand j'ai déménagé en Corse, en fait. Ça faisait longtemps que je ressentais cette envie-là. Et puis, bien sûr, c'était pas facile parce que, il a fallu abandonner plein de repères, etc. Donc, c'est toujours des challenges. Après, on va rencontrer... bien sûr, ça veut pas dire que tout sera facile derrière. On aura encore des expériences, des challenges, etc. Mais à partir du moment où on est guidé, où on écoute ce flow, même si on a des challenges qui vont se présenter derrière, d'une façon générale, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture aussi qui peut se faire dans notre vie. C'est hyper important de ne surtout pas retenir le flot de la vie, vraiment tous les appels, les idées, les élans, les impulsions qu'on ressent en nous. Et je sais que c'est pas facile, je dis pas ça comme si il y avait que ça à faire, mais c'est quand même une des bases pour pouvoir
eh bien, être heureux, construire petit à petit une vie à notre image, encore une fois, trouver davantage de sens à notre être, à pourquoi on est là, et donc de nourrir aussi une forme d'évolution et d'élévation en nous. Ouais. Honorer son incarnation. Honorer son incarnation. Bon, ça rejoint déjà certains points que j'ai pu un peu aborder, mais d'ailleurs, ça me fait un peu penser à ce que Clotilde disait ce matin, dans le sens où c'est savoir s'écouter. Savoir s'écouter, se considérer et se reconnaître. Savoir exprimer ce que l'on pense et ressent. Ne pas se juger. S'autoriser à être vulnérable pour être soi-même. En tout cas, là encore, je ne donne pas de leçons, chacun est différent, mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je pense que je luttais beaucoup contre la part en moi vulnérable, par exemple celle qui s'adresse à vous aujourd'hui, qui se sent vraiment pas en terrain conquis, qui est un peu comme ça. Et en même temps, déjà, c'est bien de pouvoir l'exprimer parce que ça aide aussi à dépasser ça. Et puis, on est tout de suite dans plus d'authenticité, en fait, dans notre rapport à nous-mêmes et à l'extérieur. Et donc, cette vulnérabilité qui, pour moi, amène cette authenticité, c'est aussi une clé importante pour, comme je l'exprime, honorer son incarnation. Ça rejoint vraiment l'idée d'être soi-même, d'être sans faux semblant, en fait, d'être vraiment transparent dans son rapport à l'autre et à la vie. Voilà, donc évidemment, savoir s'écouter, encore une fois, écouter toutes les parts de soi aussi, parce que on est des êtres, on a des personnalités multiples, on a différentes parts en nous qui ne se conjuguent pas toujours. Et donc, c'est aussi vraiment écouter un peu toutes ces parts pour arriver à trouver une espèce alors d'harmonie, pas toujours, mais en tout cas déjà une espèce de communication entre toutes les parts de soi et arriver à faire une sorte de cohérence avec tout ça. Et donc c'est déjà plus facile, là encore, à partir de là, d'être dans son flux et donc d'honorer son incarnation. Ce que j'entends par honorer son incarnation, c'est en fait simplement encore une fois, je me rends compte que je répète beaucoup ça, mais c'est ce truc de suivre le flux de la vie, de ne surtout pas retenir et donc de ne pas être dans la survie. Quand on est dans la survie, quand on est dans les peurs, les retenues, les limitations, on n'est pas vraiment dans le fait d'honorer sa vie, en fait. Et pourquoi je parle d'honorer sa vie ? Parce que ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui nous aide forcément à une forme d'évolution, parce que ça nous aide à libérer des barrières, des choses que peut-être jusque-là on croyait impossibles, etc. Et puis c'est comme plein de petites victoires vers nous-mêmes sur notre chemin. Encore un point, se libérer du karma et du conditionnement. D'ailleurs, pour moi, c'est un des buts de l'incarnation, en fait, se libérer du karma, de la roue du samsara. Donc là encore, chacun a ses outils. Dans mon expérience à moi, alors je dis pas que j'ai fini de me libérer du karma, mais ce qui m'aide à progresser là-dedans, c'est avant tout de m'autoriser à être libre. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, en tout cas dans mon expérience, parce qu'il y a tellement de conditionnements, de morale, de codes sociétaux, etc., que s'autoriser à être libre, à être dans une forme je ne sais plus comment j'ai appelé ça tout à l'heure. En tout cas, oui, d'être libre et Ah, je cherche un mot. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est ça, s'autoriser à être libre. Bon, je bug un peu. Mais en tout cas, c'est ça.
première chose pour se libérer du karma, s'autoriser à être libre, à être dans son expression propre en fait, et aussi s'autoriser à avancer sans plus attendre les autres. On peut aussi avoir cette tendance-là des fois à se dire mais si je me libère de tel schéma ou de telle routine, du coup j'abandonne tous ces gens que j'aime derrière moi, etc. En fait, non, on les abandonne pas. C'est juste qu'on respecte aussi finalement que chacun a son rythme et son chemin. Et en finalité, plus on s'autorise cette liberté et cette avancée vers nous-mêmes, plus ça amène encore une fois une impulsion auprès des gens qu'on aime à faire de même. Donc, se retenir soi pour attendre les autres, ça n'a jamais fait avancer personne plus rapidement finalement. Et donc, là aussi, ça me fait penser à Clotilde ce matin. Bien vouloir voir, sentir et observer pour conscientiser. C'est-à-dire que pour libérer le karma, c'est pas une fin en soi que de savoir de quoi on parle, mais ça aide quand même beaucoup. Plus on va ressentir, voir ce qui se joue dans notre émotionnel, dans notre corps, dans certains réflexes, comportements, plus ça va aussi nous aider à mettre le doigt sur des choses à libérer, encore une fois en matière du karma, donc tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, les schémas répétitifs, etc. Et donc le fait d'observer, de voir, de sentir, d'observer sans chercher à analyser derrière, hein, eh bien ça permet de mettre la lumière sur, on va dire, des zones d'ombre, puisque le karma pour moi c'est aussi en lien avec l'ombre entre guillemets. Et c'est ça, c'est la conscience en fait, hein. C'est ce que j'explique là, c'est relié à la conscience, cette observation-là, sans juger en fait. Et puis, oser la nouveauté, oser s'aventurer justement hors des schémas répétitifs, puisqu'il peut y avoir une part très rassurante hein, pour l'ego humain que de rester dans certains schémas, même s'ils ne sont pas forcément confortables à vivre. Et c'est ça, c'est vraiment oser s'aventurer, dans le sens où voilà, considérer que la vie est une aventure et que une suite en fait d'aventures. Et donc c'est oser cela. Et donc peut-être que ça demande un certain courage vis-à-vis de certains sujets, mais c'est ça. Donc, pardon. Si je résume. Pour moi, ce qui m'aide à me libérer du karma, c'est vraiment oser aller vers ma liberté, considérer la vie comme une aventure et aussi, encore une fois, observer, ressentir tout ce qui se passe en moi, tout ce qui se réveille aussi, justement, les moments où je décide de sortir de ma zone de confort. Et puis des exemples en ce sens, j'en aurais plein, quoi. Et c'est jamais hyper confortable hein, dans l'instant. Mais à chaque fois, vraiment à chaque fois qu'on s'autorise à faire ce pas de côté, on a toujours des ouvertures et des cadeaux derrière en fait. Donc au fur et à mesure du temps, ça devient aussi plus évident parce qu'on a vraiment cette confiance en fait qu'à chaque fois qu'on sort soit de sa zone de confort, soit de certains schémas répétitifs, eh bien, on sait que c'est automatiquement pour une ouverture. Donc, ça stimule aussi plus facilement le fait de, je sais pas pourquoi j'allais dire de se prendre en charge, en tout cas de se responsabiliser quelque part, et voilà, et de sortir des sentiers battus. Encore un autre point, toujours dans cette idée de aider à l'ascension avec le plus de fluidité, eh bien c'est aider son corps. Le corps c'est quand même une part hyper importante que parfois on peut avoir tendance à oublier. Et pour autant, ça c'est un truc que je répète aussi assez souvent, c'est que dans ma perception, on ne peut pas, en tant qu'être humain, en tout cas, j'entends bien, ascensionner sans son corps physique. Et donc, l'importance du corps dans tout ce processus initiatique, en fait, qu'on vit. Donc, chez moi, en quoi je me concentre sur mon corps ? Eh bien, c'est une hygiène de vie en général. Ça veut pas dire que je suis exemplaire là-dessus, hein, mais voilà, c'est vraiment l'idée
Le sommeil, c'est une part super importante. Le sommeil, un rythme de vie, bien entendu, le sport, le yoga, la respiration, plein de choses. En fait, l'eau aussi, l'importance de l'eau, ne serait-ce que pour le renouvellement cellulaire, même si là encore, c'est bien plus vaste que ça, l'impact de l'eau sur notre corps, nos émotions, sur nos énergies en général. Mais en tout cas, dans mon expérience humaine, l'eau, c'est l'élément le plus important en ce qui a trait à tellement de choses, des libérations, un renouvellement, une conscientisation, etc., etc. Surtout que l'eau, c'est quand même, enfin, je pense que vous le savez, hein, mais c'est un canal hyper puissant. Donc, je vais mettre beaucoup de l'eau sous toutes ses formes pour aider mon corps aussi à suivre mon esprit. Parce que souvent, et je pense que je ne suis pas la seule à ressentir cela, il peut y avoir un décalage entre ce que mon esprit infuse et conscientise et ce que mon corps infuse et conscientise. Et donc, voilà, au-delà de l'hygiène, du sport, etc., l'eau, pour moi, c'est un outil très important pour aider à ramener mon corps physique sur la même ligne que mon esprit et mon cœur. Voilà. Après, en termes d'outils personnels, là encore, ce sera différent selon chacun, mais moi, ce qui m'aide beaucoup dans la libération du corps, que ce soit au niveau cellulaire, musculaire, etc., eh bien, c'est l'hypnose, c'est le lien à l'akasha, la kinésiologie. Voilà, c'est des outils qui résonnent beaucoup avec moi. Et puis, bien sûr, toujours en lien avec le corps, l'importance de l'art et de la créativité. Alors, voilà, l'art, il y a plein d'expressions différentes possibles, mais c'est ça. Par exemple, j'avais un copain, il y a 2 jours, qui pratique le MDR et qui me racontait une patiente est donc venue le voir en séance. Et puis, à la fin de leur séance, elle lui dit « Écoute, est-ce que je peux sortir ?» La femme en question, elle est violoniste professionnelle. Et donc, elle lui dit « Est-ce que je peux sortir mon violon pour aider à intégrer ce qui vient se passer là ?» Et donc, il me raconte et il me dit « Voilà, elle sort son violoncelle et elle joue un truc juste incroyable. » Et je lui dis « Bah oui, en fait, il y a eu un échange entre vous à ce moment-là, quoi. C'était aussi une façon de te donner, de partager et effectivement, comme elle exprimait elle-même, d'assimiler au niveau physique ce qui s'était passé pour elle lors de cette séance. » Donc voilà, c'est un exemple pour dire que l'art, ça a une part aussi importante en termes d'intégration du corps, finalement. Voilà. Et puis c'est une façon de communiquer aussi, d'exprimer des choses que parfois on ne sait pas forcément exprimer. Enfin, j'allais dire avec des mots, et en même temps, les mots peuvent aussi être une forme d'art. Mais voilà, d'une façon générale, par rapport au corps, c'est vraiment l'idée de l'écouter, d'écouter ses rythmes, ses besoins propres, parce que là encore, on ne fonctionne pas tous pareil, on n'est pas tous au même endroit, on ne vient pas avec les mêmes bagages, etc. Donc là encore, ne surtout pas comparer son chemin d'évolution, l'état de son corps à celui du voisin, parce que il n'y a surtout pas matière à comparer, en fait. Et si on se sent comme moins avancé que quelqu'un d'autre ou plus douloureux que quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'on a loupé un épisode. Non, c'est juste, voilà, on est dans notre propre rythme. Et donc, surtout... là encore, surtout pas se juger, surtout pas se mettre de pression en termes de « ok, je dois absolument arriver à tel résultat, à tel moment ». Non, c'est pas le mental qui décide ça, en fait, c'est le cœur et les cellules. Donc, et plus, de toute façon c'est toujours pareil, l'acceptation, hein, et plus on va accepter que parfois certaines choses au niveau physique peuvent prendre du temps pour nous, et plus cette acceptation-là, justement, elle va libérer des trucs beaucoup plus vite que ce qu'on aurait imaginé à la base. C'est là où j'en arrive à un des derniers points, aller vers une autonomie complète. Donc,
pour moi, toujours, ce chemin d'ascension vibratoire, il demande aussi eh bien, de s'autonomiser. Donc de s'autonomiser sur tous les plans, hein, que ce soit émotionnellement, physiquement, etc., etc. Et s'autonomiser, pour moi, c'est quoi? C'est une idée de complétude, de liberté, là encore, et de souveraineté. Donc, comment cultiver, vous allez me dire c'est des grands mots, mais comment cultiver la complétude, la liberté et la souveraineté? Eh bien, déjà, c'est, pour moi toujours, l'idée de ne plus avoir peur de perdre son identité. Et j'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai vécu pendant longtemps, notamment quand j'étais adolescente, mais même plus tard après. J'avais très peur de perdre mon identité. Je me disais, mais si j'abandonne mes dépendances, mes repères, mes habitudes, etc. C'était vraiment ce truc. J'avais cette croyance profonde que si j'abandonnais mes dépendances, eh bien, j'allais me dissoudre dans le néant. Et plus que simplement perdre son identité, c'est en fait la peur de perdre. La peur de perdre, c'est quelque chose qui nous retient énormément, comment dire, dans ce cheminement vers notre souveraineté. Et donc c'est pas facile de libérer la peur de perdre. Tout ça, c'est en lien avec l'attachement, etc. Mais comprendre aussi qu'on ne perd jamais rien, parce que jamais rien n'est acquis et jamais rien n'est à soi. Du reste, quand on meurt, on n'amène rien avec nous. Hein. Et l'identité, comment dire, c'est pas parce qu'on va vers notre complétude, vers notre souveraineté qu'on n'est plus personne. Même s'il y a des moments où je me sens très complète, eh bien je reste Marie l'humaine avec certains traits de personnalité assez marqués, etc. Mais en même temps, s'opère aussi comme un recul hyper naturel sur les expériences de Marie l'humaine. En fait, c'est comme s'il y avait deux parts assez distinctes en moi, mais qui fusionnent, qui s'entendent assez bien finalement, entre Marie l'humaine avec son ego, ses peurs, etc. Et Marie plus haute, voilà, on va dire mon soi supérieur, qui observe tout le temps tout. Et du coup, ça aide Marie l'humaine à ne plus se sentir attachée aux expériences qu'elle vit. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, un truc je trouve plutôt chouette dans ma vie, c'est que j'arrive à être, plus je suis présente, plus je suis ancrée, incarnée, plus je vis à fond, mais vraiment toutes les émotions, toutes les expériences de la vie. Il y a des moments où je sens que je peux vibrer tellement, tellement fort, et en même temps, quand le moment en question est fini, il est fini. Et c'est pas qu'il n'existe plus, mais il est déjà loin, dans un autre plan. Il y a plus l'attachement à l'expérience, en fait. J'ai plus envie de retenir quoi que ce soit parce que ce moment était trop bien. Et je vois que moins je m'attache à l'expérience, et plus ça amène d'autres expériences, et toujours plus grandes, et toujours plus vibrantes. Et voilà. Donc au final, là où j'avais peur de perdre mon identité, non, pas du tout. Ça a juste au contraire renforcé ma présence ici, là où avant je pouvais être très éthérée. Et plus je suis ancrée et présente, et plus je suis vraiment juste dans l'instant, sans m'attacher à l'expérience. Voilà. Sans que Marie l'humaine ne se dissolve en fait. Donc dans l'idée toujours d'aller vers sa souveraineté, son autonomie, sa liberté, pour moi c'est vraiment ce qui m'inspire beaucoup là-dedans, c'est le chemin de beaucoup de maîtres ascensionnés, notamment Marie, Yeshua, voilà, c'est vraiment... je m'inspire beaucoup d'eux parce que dans mon regard, peut-être que c'est pas la réalité, mais je me les figure vraiment comme des êtres qui étaient incarnés exactement comme nous, avec leurs blessures, leurs zones d'ombre, voilà. C'était des êtres comme vous et moi, mais au fur et à mesure de leur incarnation humaine, ils ont réussi à transcender toutes leurs limitations, leurs zones d'ombre, et ils ont ascensionné du temps de leur vivant.
Et donc, en ce sens, pour moi, c'est vraiment des exemples et c'est totalement comme ça que je vois la vie, et à mon niveau, bien entendu, hein, mais ma vie aussi. C'est vraiment ce mouvement-là. Voilà. Donc, je trouve que leurs enseignements, leurs expériences sont vraiment hyper inspirantes pour nous dans ce cheminement d'ascension, en fait. Toujours, aussi beaucoup justement par rapport à la question de l'attachement et de la dépendance. Aller vers sa souveraineté, c'est aussi se défaire des codes et de l'injonction, des injonctions de la société. Donc ici, je ne prône pas l'anarchie, mais juste l'autorisation à soi de ne pas être comme un mouton, voilà, qui suivrait des directives qui ne résonnent pas pour lui. Et parfois, être un contre-exemple, c'est encore une fois pouvoir impulser de nouvelles dynamiques, de nouvelles directions que l'on veut voir fleurir. Donc c'est toujours ce truc en fait qui revient assez dans ce que je vous partage, c'est vraiment l'idée de encore une fois oser cultiver sa différence, c'est vraiment ça. Et ouais, voilà, c'est ça. Dernier point. Alors c'est intéressant parce que je commence par vous exprimer ne plus avoir peur de l'ombre et je termine par ne plus avoir peur de sa lumière. Parce que souvent on se rend assez facilement compte qu'on peut avoir certaines entre guillemets peurs vis-à-vis de l'ombre, mais on se rend moins facilement compte qu'on a aussi très peur de la lumière, tout comme là encore de notre propre lumière. Parce que la lumière, en tout cas ce que je nomme la lumière, c'est une énergie tellement puissante que ça peut aussi faire très peur. En tout cas, dans mon expérience à moi, il y a bien des fois où la lumière s'est présentée et où j'ai eu très peur parce que trop fort en fait. Donc bien sûr, comme tout, c'est quelque chose qui s'apprivoise et c'est... Pour ne plus avoir peur de sa lumière et pour l'apprivoiser, c'est là encore une question d'autorisation avant tout. De s'autoriser à rayonner pour petit à petit, tous ensemble, illuminer le monde. Et c'est justement exactement tout ce qu'on veut voir aujourd'hui. C'est la lumière qui éclate. Et donc, ça commence toujours pareil, avant tout par soi. Et puis se rappeler que la conscience de sa lumière, c'est pas un manque de modestie, mais au contraire une reconnaissance profonde de sa divinité. Une reconnaissance profonde de sa divinité, puisque nous sommes des êtres humains, d'accord, mais nous sommes aussi et avant tout des êtres divins. Et donc ne surtout pas... Au même titre que ne pas oublier son corps, ne pas oublier non plus sa part divine, tout comme l'ange déchu en nous, en fait, puisque nous sommes tout autant bien un ange de lumière qu'un ange déchu. Voilà, c'est un peu ma vision, en tout cas, de l'être humain. Et donc, en conclusion, c'est l'idée de se foutre la paix, en fait, d'arrêter de se mettre la pression sur ce à quoi on doit parvenir, ce à quoi on doit ressembler, ce qu'on doit laisser derrière soi. En fait, il n'y a rien que l'on doit. Juste se foutre la paix et s'aimer tel que l'on est. Déjà, quand on arrive à ça, c'est bien, ça change beaucoup de choses. Et donc, aller vers ses rêves, donner de l'amour à ses proches, aux gens moins proches. Et juste ça, réellement, ça change tout. Si tous on se met à s'accepter comme on est, à arrêter de vouloir se changer et juste s'autoriser à vivre la vie, voilà, comme une aventure et puis à donner de l'amour, notre vie réellement n'est plus la même, et notre vie et puis notre joie en fait qui peut du coup beaucoup plus se manifester et prendre davantage de place. Et pour moi, peu importe ce qu'on fait pas dans la vie, l'essentiel c'est juste
comment on aime, comment on aime, comment on s'autorise à aimer, à dispenser l'amour. Et l'amour, c'est la part la plus importante dans notre chemin d'évolution. C'est la clé de tout. C'est ce qui ouvre la conscience, c'est ce qui ouvre le corps, c'est ce qui ouvre tout. Clotilde, il reste combien de temps? Ok, super. Bon, alors, il me reste un petit peu de temps. J'aimerais vous proposer, voilà, on va dire que c'est une mi-méditation, mi-soin. J'ai vraiment reçu cet appel à prendre un petit temps avec vous pour, justement, peut-être vous aider aussi à infuser ce que je viens de vous traduire ici. Donc, on va faire ça. Je vais canaliser un peu certaines énergies qui veulent descendre et qui veulent s'inscrire dans votre corps. Au-delà de simplement ce que j'ai transmis d'ailleurs, hein, d'une façon plus générale. Et quand j'ai préparé hier cette petite présentation, c'est, à ma grande surprise, Omram Mikhaël Ivanov qui s'est présenté et qui tenait vraiment beaucoup à opérer ce petit soin à travers moi, auprès de vous aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais laisser faire et venir maintenant. Alors, l'objectif de ce petit soin, c'est vraiment de créer un passage, un canal, une ouverture supplémentaire au passage de la lumière depuis votre coronale. Donc, évidemment, je vous invite à votre discernement, c'est-à-dire que s'il y a des personnes parmi vous pour qui ce soin ne résonne pas, ne le faites pas. Par contre, si vous ressentez qu'au niveau vibratoire, ça résonne, alors vraiment abandonnez-vous à cela. Et simplement ressentez la présence de la fraternité de lumière. Et ressentez là, maintenant, tout de suite, au même moment où je le traduis, ce passage qui est en train de s'ouvrir vraiment très précisément au niveau du coronal. Et c'est comme si un élargissement de ce coronal et de la conscience s'opérait en laissant passer véritablement la lumière. C'est vraiment comme à l'image d'une faille. Parfois, on dit que quand on a des chocs, que se créent des failles, ça permet de laisser passer plus de lumière. Là, c'est un peu la même idée, mais sans créer de choc au préalable. Et vous pouvez sentir petit à petit que cette lumière, elle vient s'inscrire profondément en vous, jusqu'au niveau de votre assise, et que cette lumière de la fraternité blanche qui descend, elle vient en fait véritablement renforcer l'ancrage et la présence. Et en même temps, elle vient libérer des zones d'inquiétude, des zones de fragilité et de disharmonie. C'est comme si au fur et à mesure où cette lumière, elle entrait par votre coronale, elle venait vraiment dissoudre toutes les parts qui vous retiennent encore à l'ancien, à d'anciennes façons de fonctionner, à d'anciennes attaches. Justement, il est communiqué que cette lumière-là, elle a pour but de dissoudre toute attache et toute croyance
que l'amour équivaut à de l'attachement. Ce soin-là a pour visée de vous ramener dans une vision plus libre de ce qu'est l'amour. Et que chacun, derrière ce soin, puisse s'autoriser davantage à incarner l'amour depuis ce que chacun est. Et donc cet amour-là, bien entendu, peut prendre des milliards et des milliards de formes différentes. Il n'y a pas besoin d'avoir d'idées préconçues sur quelle forme l'amour doit prendre. Laissez ce flux-là voilà, de façon totalement libre, comme ça a juste envie de se manifester à travers vous. Et peut-être aussi que vous allez sentir qu'au fur et à mesure où vous laissez cette lumière descendre et s'installer à l'intérieur de vous, jusqu'au niveau du bassin, et plus ça va permettre d'équilibrer vos polarités masculines et féminines. Donc vous aider aussi à une forme d'harmonisation, d'unicité. Et je dois aussi vous transmettre, vraiment laissez-vous être, c'est ce qui est répété, laissez-vous être de tout le temps en fait. Ne créez plus d'attente envers vous-même. Et voilà, soyez libre, soyez spontané. N'ayez plus de retenue, que ce soit dans l'expression verbale ou corporelle ou que sais-je. Osez être, osez dire. Et n'ayez, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est n'ayez plus peur de la vie. N'ayez plus peur de la puissance de la vie en vous. Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait très bien où elle vous guide et elle vous amènera jamais dans des endroits où vous n'êtes pas capable d'aller. Et laissez la vie vous révéler, laissez la vie vous révéler. Et rappelez-vous qu'il n'y a aucune limitation, que tout est permis et que tout est possible dans la vie, qu'on peut vraiment tout créer et on peut vraiment tout avoir. Et il y a vraiment une bénédiction qui est en train de s'opérer sur vous là présentement. En même temps une bénédiction et en même temps une impulsion à être davantage. Vous allez pouvoir rouvrir les yeux maintenant. Et j'entends encore, n'oubliez pas que tout ce qui compte et n'a jamais compté, c'est l'instant. Il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant, il n'y a que l'instant. Donc vraiment, vous pouvez laisser tomber les attentes et vous laisser tranquille. Merci de m'avoir écouté. Je suis très reconnaissante de ça, de cette écoute. Et puis de lumière sur vous tous.